Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Et aujourd'hui dans les matins, un anniversaire pour un mouvement centenaire, le mouvement surréaliste. Le manifeste de Breton apparu à l'automne 1924. Il était en gestation des semaines et des mois auparavant. Et on va se demander aujourd'hui ce qu'il reste du surréalisme, qui sont ses héritiers, les traces que le mouvement a laissées dans les arts avec deux invités. Olivier Wagner, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, co-auteur de l'invention du surréalisme des champs magnétiques à Nadja. Cela a paru aux éditions de la BNF en 2020. À vos côtés, Emmanuel Rubio, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en littérature à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes l'auteur de La lettre au carré, poésie et permutation. Cela a paru aux éditions Sens et Tonka en 2023, ainsi que Les philosophies d'André Breton. Cela a paru aux éditions H d'Homme en 2009. J'ai dit un peu plus tôt dans cette introduction, Emmanuel Rubio, que le mouvement avait été lancé avec son manifeste en 1924. C'est un peu plus compliqué que cela. En réalité, le mouvement est issu de la Première Guerre mondiale. Oui, en fait, il y a une première naissance, au moins virtuelle, avec l'invention de l'écriture automatique par André Breton en pleine guerre mondiale. Alors, il est mobilisable dès 1917, et comme il fait des études en psychiatrie, il se retrouve à l'asile de Saint-Dizier, où il est au contact avec ceux qu'il nomme les fous. Et la grande chose que fait Breton à Saint-Dizier, c'est d'abord de les écouter. Il est censé les écouter une seule fois, pour pratiquer un diagnostic en bon médecin qu'il est censé être, mais de fait, il dit qu'il adore provoquer leur confession et il entend dans leur langage quelque chose comme une poésie au-dessus, dit-il, de la poésie contemporaine à laquelle il est déjà habitué. Et le grand geste de Breton en pleine guerre, c'est de se mettre à leur place et d'essayer d'obtenir de lui-même un flux de paroles qui échappe à tout contrôle, à toute rationalité et qui va donner effectivement l'écriture automatique. Est-ce que l'on peut dire en un sens que c'est la guerre qui produit le mouvement surréaliste, qui fonde ces bases-là, cette citation d'André Breton en 1942, d'une guerre à l'autre, on peut dire que c'est la quête passionnée de la liberté qui a été constamment le mobile de l'action surréaliste? Alors, de fait, dans l'histoire que je viens de vous raconter, il y a deux grands renversements. D'abord, c'est un médecin qui se met à la place du fou au lieu d'être au-dessus de lui et de statuer sur ce qu'il est. Donc une relation d'égal à égal. Exactement. L'abandon des hiérarchies, l'abandon d'un langage de contrôle permet l'aventure du langage qu'est le surréalisme. Et le deuxième renversement, c'est que le fou, en pleine guerre, est souvent celui qui n'a pas résisté, en fait, à la pression de la guerre. Ce sont ceux que l'on nommera les névrosés de guerre et qui ont réussi finalement, au prix peut-être de leur raison, à conserver quelque humanité dans un monde devenu fou. Et de fait, c'est ce renversement qui explique que Breton puisse porter une telle foi dans ce langage. Il est le langage qui fournit une réserve à la folie de la guerre. On est alors en pleine crise de langage, en plein mot d'ordre absurde et insensé qui envoie tous les jeunes gens au front pour y aller mourir la fleur au canon. Et évidemment, de l'autre côté, il y a la redécouverte d'une grande réserve poétique qui est l'humanité même, préservée de la guerre dans ses asiles et que Breton entend poursuivre. Olivier Wagner, dans cette histoire, dans ce récit que vient de nous faire Emmanuel Rubio, qu'est-ce qui est déjà en gestation? Quelles sont les bases jetées, posées du mouvement surréaliste? Vous voulez dire pendant la Première Guerre mondiale? Dès la Première Guerre mondiale et jusqu'à l'établissement, au fond, de ce manifeste en 1924. Je pense que c'est un sentiment de subversion totale nécessaire de tous ordres et cette génération de jeunes mobilisés, donc Breton, Aragon, Éluard, qui ont tous été traumatisés à différents égards par l'expérience de la guerre, n'envisagent pas de faire une carrière littéraire classique. Au sortir de tout ça, leur but c'est de trouver un sens à une vie qui n'en a plus beaucoup et de renverser toutes les tables. Et donc pour eux, la littérature c'est un moyen parmi d'autres de tout renverser, de tout casser. Emmanuel Rubio, qu'est-ce que va changer ce manifeste de 1924? Alors c'est le premier des manifestes surréalistes, il y en aura plusieurs, on y reviendra, mais quelle base théorique jette-t-il là encore? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc 5 ans entre la parution des champs magnétiques, c'est-à-dire le premier livre complètement en écriture automatique, et le surréalisme est déjà entièrement dans ce livre en fait, et la parution du manifeste. Donc effectivement, la question c'est pourquoi même y a-t-il eu besoin d'un manifeste en 1924 ? Il faut théoriser les choses ?
Peut-être aussi parce que ces jeunes surréalistes ont rencontré Dada en cours de chemin. Dada contemporain, qui est né au Cabaret Voltaire en pleine guerre, lui aussi, sous l'égide de Tzara, Harpe, Bâle et quelques autres, mais qui arrive à Paris en 1920 avec Tristan Tzara et qui déploie justement une lutte acharnée contre notre civilisation, un refus de toutes ses valeurs, une déconstruction de la langue. Et de fait, on voit des choses assez étonnantes, c'est que certaines phrases des Chants magnétiques qui semblent plus particulièrement étranges, absurdes, etc., passent telles quelles dans les revues dadaïstes, comme la déconstruction du langage. Dès lors qu'à partir de 1922, André Breton trouve qu'il y a là un cirque de la négation qui finit par tourner sur lui-même, il faut redonner aux Chants magnétiques un sens plus profond. Il faut lui donner quelque chose comme une force d'horizon, une force utopique qui relance le désir au-delà de la négation de l'ordre qui a émergé de Dada. Et c'est là que le manifeste du surréalisme arrive véritablement comme une nécessité. D'ailleurs, elle est sentie par tous. Aragon écrit une vague de rêve juste auparavant. Alors le texte ne marche pas comme le manifeste du surréalisme, mais évidemment, il faut défendre les nouveaux principes, c'est-à-dire ceux de la liberté, de l'imaginaire, du rêve, comme véritable propulsion et redécouverte de l'homme entier. Pourtant, Olivier Wagner, ce manifeste n'est pas pensé comme tel, il n'est pas pensé comme un manifeste, puisqu'il est écrit à l'origine comme une préface, la préface d'un recueil intitulé « Poisson soluble ». Comment est-ce qu'on passe de la préface au manifeste ? Alors, il était déjà question de faire un manifeste à l'époque en commun, puisque une des caractéristiques du surréalisme, c'est aussi de dépasser la figure de l'auteur et de privilégier la création collective. On verra que ça a ses limites, mais... Ça a tout à fait ses limites, et d'ailleurs eux-mêmes le font avec un peu de parcimonie. Mais donc l'idée de faire un manifeste est dans l'air, et Breton, lui, se retrouve en 1924 de retour chez ses parents à Lorient. L'année précédente, 1923, était un peu épuisante. C'était une époque vraiment de trouble où les surréalistes se sont lancés dans des rêves, de l'automatisme et là sous influence des sommeils provoqués, des choses comme ça. Et se retrouver chez papa-maman, finalement, ça peut aussi aider à se calmer un peu. Et donc pour la première fois depuis 1919, André Breton se lance dans l'écriture automatique proprement dite. Ça va donner les textes de Poisson soluble. Donc ce sont des petits cahiers d'écoliers qui sont couverts d'écriture. Et ça place André Breton dans un état de ravissement absolu. C'est-à-dire qu'il a l'impression de retrouver la poésie même dans ce qu'il est en train de faire. Et ça lui semble nécessaire de un peu théoriser ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. C'est même un mot qui revient, ça m'a frappé, qui revient souvent lorsqu'on parle du mouvement surréaliste, ce mot de ravissement. Pourquoi il est si constant dans l'exégèse qu'on fait de ce mouvement ? Je pense que ça traduit les moments vraiment de bouleversement qui ont été réels de ces acteurs, d'avoir l'impression de découvrir quelque chose que personne n'avait vu avant. Et ces moments sont assez rares, forcément, dans la vie d'un homme. Les moments de ravissement, c'est pas fréquent. C'est quelque chose qui va les porter pendant très longtemps. Donc l'impression des sommeils provoqués dont je vous ai parlé, c'est quelque chose qui va les porter pendant très longtemps. Ils ont eu vraiment l'impression d'assister à quelque chose d'inouï, à un moment fondamental dans l'histoire de la pensée humaine. Emmanuel Rubéaud, si on plonge, si on s'immerge dans le contenu justement de ce manifeste de 1924, c'est un hommage à l'imagination, vous l'avez dit, c'est un appel à l'émerveillement, et on retrouve également les théories du principe de l'écriture automatique ? Oui, le manifeste, c'est véritablement le moment où on passe d'une écriture à la redécouverte en soi d'un homme qui serait l'enfant. La redécouverte véritablement de l'enfance comme toute liberté, aussi bien que l'écriture automatique est une sorte de liberté. Vous avez parlé de cet émerveillement, c'est vraiment redécouvrir en soi quelque chose qui parle sans soi, qui parle en deçà de soi ou au-delà de soi, on ne sait pas trop. Mais cette figure de l'enfance, du fou, bientôt on aura la figure du primitif qui va les relayer. Ce sont trois figures, en gros, pré-industrielles, dans un monde industriel dont la guerre a montré toutes les limites. Et il y a quelque chose comme une utopie perdue que l'on fait retravailler contre le monde, que l'on fait retravailler comme un horizon possible. Il faut retrouver la liberté de l'enfance, il faut retrouver cette liberté que nous avons dans le rêve, puisque le rêve, selon Breton, est un lieu où tout est possible. Si vous voulez voler dans le rêve, vous volez dans le rêve. Et naturellement,
Le rêve Breton, qui a fait des études de psychiatrie et qui est un des premiers à lire très attentivement Freud, Breton sait très bien que c'est un désir réalisé. Donc ce que l'on retrouve au fond de soi, c'est un désir personnel, mais aussi désir que cette société industrielle garde un horizon utopique réel, en fait. Est-ce qu'il y a dans ce mouvement, dans ces fondations, la conviction partagée également que le verbe, le langage, la poésie en particulier, ont cette capacité de transformer les choses, d'agir sur le monde ? Oui, il y a même au début chez André Breton une sorte d'idéalisme absolu. Si votre désir parler est capable, dans le rêve, de se transformer en monde que vous habitez, eh bien, il est imaginable qu'une parole nouvelle refasse véritablement la réalité autour de vous. Le premier André Breton propose la résolution du monde du rêve et du monde de la veille, c'est-à-dire visiblement une manière de le remodeler par notre manière de parler. C'est notre incapacité à parler vraiment qui ne nous permet pas d'habiter un monde viable. Et c'est là que l'écriture automatique est décisive, finalement, elle découvre sans nous une possibilité de parole, une réserve de parole auquel il suffit d'accéder en renonçant à tout ce à quoi nous prétendons habituellement dans la maîtrise du monde. Olivier Wagner, on parle là encore depuis le début de cette conversation de rêve, d'onirisme, de tenter de s'extraire du monde réel. Quel est le lien entre le surréalisme et la psychanalyse ? Est-ce qu'il est revendiqué ? Dès l'origine, oui. Effectivement, donc Breton lit Freud dès la disponibilité des écrits en français. C'est quelque chose qui va les passionner. On va publier dans leur revue des récits de rêve en permanence. Ça va être une de leurs grandes ressources poétiques. Et dans le manifeste, Breton écrit « Ce n'est pas la crainte de la folie qui nous forcera à mettre en berne le drapeau de l'imagination ». Donc c'est une volonté qui a parfois ses limites, comme l'épisode de Nadja le montre. C'est-à-dire que parfois la folie, c'est pas juste joli et un sujet d'étude, mais parfois c'est un danger réel et parfois on y sombre. Il faut rappeler ce qu'est Nadja, cet ouvrage qui prolonge, j'allais dire, en acte le manifeste. Exactement. Nadja, c'est le récit d'une rencontre faite par André Breton avec une jeune femme qui se fait appeler Nadja au mois d'octobre 1926. Et donc c'est le récit de quelques journées après cette rencontre où l'un et l'autre, lui le poète qui a une trentaine d'années à ce moment-là, et Nadja qui elle a 23 ans, qui est peut-être un peu poète mais déjà plutôt une jeune femme fragile, donc très inspirée aussi, qui va lui donner un certain nombre de prophéties qui vont le bouleverser. Et donc c'est le récit de quelques journées vraiment aux limites de la folie, mais aussi dans la poésie pure, avec une passion destructrice à la fin, puisque malheureusement, Nadja, elle finit par sombrer dans la folie vraiment, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans un asile et elle y reste jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Wagner et Emmanuel Rubio. On va poursuivre cette discussion à 8h20, tirer les fils pour tenter de comprendre la façon dont ce mouvement surréaliste influe la littérature d'aujourd'hui. Suite de notre discussion à 8h20. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Et aujourd'hui donc, dans les matins, un anniversaire pour un mouvement centenaire, le mouvement surréaliste. Le manifeste d'André Breton apparu à l'automne 1924. Il était en gestation des semaines et des mois auparavant. On va se demander ce matin ce qu'il reste du surréalisme. Qui sont ses héritiers, les traces que le mouvement a laissées dans les arts? Suite de notre discussion avec Olivier Wagner. Il est conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Avec Emmanuel Rubio, maître de conférences en littérature française à l'université Paris-Nanterre, et les deux sont rejoints par François Angelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, on le sait, ici de l'émission Mauvais Genre, critique littéraire au Monde des Livres. Est-ce que le surréalisme fut à un moment donné, ou est-ce que ça faisait mauvais genre, ce mouvement ? Disons que ça a eu pour vocation de faire mauvais genre, surtout au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est sûr que là, il fallait absolument avoir une véhémence, une agressivité, le procès Barès et autres. Aujourd'hui, les choses se sont tassées et on peut dire que le surréalisme, sous sa forme, je dirais,
picturale, sous sa forme graphique, est quand même passé dans les mœurs, au point même d'être dans le marketing, la publicité. Mais ce qui compte surtout, c'est l'esprit du surréalisme, c'est-à-dire cette espèce d'humeur particulière qui est vraiment qu'il faut arriver à maintenir indépendamment des supports et des disciplines. Vous écrivez, François, dans Le Monde, qu'en 2024, on va célébrer dans divers musées français cette bizarrerie nommée centenaire du surréalisme. Pourquoi bizarrerie ? Parce que le surréalisme va très peu avec la notion d'abord de commémoration. Vous savez, c'est quand même un mouvement qui s'est créé contre la Troisième République bourgeoise et traditionnelle. Donc il était celle des commémorations, celle des panthéonisations. C'est Breton qui disait d'ailleurs que le Panthéon, on devrait le scier par le milieu et écarter ses deux moitiés de 60 cm. C'est ambitieux, le point de vue architectural. C'est une bonne idée. Donc effectivement, c'est le mouvement d'une espèce de jeunesse, de bouillonnement, d'impulsivité, de violence, et des gens qui sortent des tranchées avec une sorte de dévastés psychiquement, blessés physiquement, et qui donc sont là pour demander des comptes, pour présenter la facture à cette civilisation qui croyait avoir tout résolu, tout réglé, où le monde était, je cite Claudel, aussi simple qu'un métier à tisser. Il suffisait de le monter, de le démonter, de le faire marcher. La question était réglée. Les surréalistes, c'est ça. On a toujours 20 ans. Alors, je pense que l'idée d'un surréaliste centenaire, moi, ça me semblait vertigineux. Est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel, avec Rubio ? C'est vertigineux, cette idée d'un mouvement centenaire qui aurait voulu avoir 20 ans tout au long de son existence ? Oui, un mouvement d'avant-garde n'a pas vocation à rester, en fait. Il est là pour attirer de nouvelles jeunesses qui le dépassent à chaque fois. Et il est évident qu'on aurait du mal à penser quelqu'un qui se dirait romantique en 1930, par exemple. Donc, aujourd'hui, il est naturellement difficile de se dire surréaliste. Mais il y a tout un héritage qui passe par mai 68, par les situationnistes, et qui finalement a innervé aussi bien une certaine culture politique qu'une certaine culture littéraire et plus largement picturale, effectivement, même si... alors on voit bien que Dali est aussi bien sur les boîtes de chocolat que dans les films beaucoup plus amusants de Quentin Dupieux, par exemple. Est-ce que le mouvement survit à André Breton ? André Breton décède en 1966. On a l'impression que beaucoup se sont écartés du surréalisme. On pense évidemment à Aragon, mais à bien d'autres. Bon, Aragon était parti depuis très très longtemps, vers les rivages du réalisme socialiste, de la grande culture stalinienne, avant d'en revenir en 56. Mais il y a évidemment une grande dissension au moment de la mort d'André Breton pour savoir si le groupe doit s'arrêter avec lui ou si l'aventure doit continuer. Et ce sont des débats très compliqués. Mais en 66, le groupe a déjà 42 ans. En fait. Et en 66, les situationnistes sont prêts à intervenir. François Angelier, est-ce que aujourd'hui le mouvement surréaliste parvient à attirer de nouvelles jeunesses ? Oui, sans le savoir. À mon avis, elle ne le sait pas, la nouvelle jeunesse, mais elle participe d'une sorte d'élan, d'enthousiasme du surréalisme. Là, dimanche, à Mauvais-Jean, on va parler d'Éric Losfeld. Bon, Éric Losfeld, c'est le créateur du Terrain Vague, une librairie qui était véritablement un centre de discussion, d'échange et de création, et puis une maison d'édition où on a édité, évidemment, les surréalistes. La première maison d'édition de Losfeld, c'était Arcane, au pluriel, en hommage à Arcane 17 d'André Breton. Et pendant 10 ans presque, entre 64 et 73, Losfeld édite 19 bandes dessinées qui sont toutes des révolutions graphiques absolues et qui participent, je dirais, d'un esprit surréaliste à la fois à l'intérieur de la bande dessinée et en tant qu'œuvre autonome. Barbarella de Jean-Claude Forest, 1964, 2 ans avant la mort d'André Breton. D'ailleurs, j'ai cru lire que Breton avait été intéressé par le projet Barbarella et par la figure de Barbarella. On est complètement dans un esprit surréaliste. De même, Losfeld joue éditeur de Midi Minuit Fantastique pour la première revue européenne de cinéma fantastique, de cinéma gothique, de cinéma érotico-gothique. Là, c'est le prolongement, mais direct, de l'esprit surréaliste, de ceux qui, dans les années 20, parlaient du château d'Otranto, du roman noir et de tout cela. Direct mais assumé ?
Oui, mais enfin, assumé absolument, puisque Losfeld se voulait un militant surréaliste, quelqu'un qui avait fait son miel de toute l'inspiration des surréalistes, qui a connu Breton, et on raconte même qu'il était allé voir Breton rue Fontaine, quand Breton a ouvert la porte, Losfeld était tellement impressionné qu'il s'est évanoui. C'est quelqu'un qui a reçu tout des surréalistes retour des États-Unis, et puis qui après a une espèce de, comment dirais, de mutation, de métamorphose un peu plus pop, un peu plus psychédélique, vers 68 et le post-68 a assuré, je dirais, la survie, le dépassement et la repropulsion du surréalisme. Olivier Wagner, alors sans parler de commémoration, le mot est proscrit désormais dans ces matins, mais qu'est-ce qui est prévu à la Bibliothèque nationale de France pour ce centenaire? Vous exposerez notamment le premier manifeste qu'on a évoqué en première partie. Tout à fait. Alors, les commémorations, elles sont de deux ordres. Dans le musée de la BNF sur le site Richelieu, pendant toute l'année, différentes œuvres qui sont exposées. Donc, le premier manifeste du surréalisme, c'était au début de l'année. Comme ce sont des manuscrits, ils peuvent être exposés que 3 mois, sinon ils commencent à s'abîmer. Donc, il a été retiré. Maintenant, ce sont les cahiers d'écriture automatique de Poisson Soluble. Et à la fin de l'année, ce sera le second manifeste du surréalisme. Qu'est-ce qui est prévu d'une façon plus générale? On parle d'une magistrale exposition même au centre Georges Pompidou avant que ce centre ne ferme pour un moment. Tout à fait. Ce sera la dernière exposition, comme vous le dites, et je pense que ce sera la plus grande exposition sur le surréalisme, peut-être à l'échelle mondiale, depuis la grande exposition de 2001, au centre Pompidou même. Je pense que ce sera vraiment spectaculaire, et la BNF sera très heureuse de prêter le manuscrit du premier manifeste du surréalisme, qui est un trésor national acquis très récemment. C'est 2021, l'entrée dans les collections nationales, donc c'est encore tout frais. Je pense que ça n'a jamais été montré comme ça, puisque là, ce sera tout le manuscrit qui sera montré, tous les 17 feuillets. Je pense que ce sera très beau. Est-ce que vous savez, au-delà, peut-être l'un d'entre vous, ce qui sera exposé dans ce centre Georges Pompidou? C'est encore un grand mystère, je le vois à votre face, François Angelier. Oui, je ne suis pas au courant. J'imagine, si on parle de la plus grande exposition, j'imagine que la peinture va être quand même largement... Puis Beaubourg a quand même beaucoup honoré la peinture surréaliste depuis ses origines. Et puis les manuscrits, oui, là, j'ai pas d'informations, de scoop. Alors vous êtes venus chacun chargé de livres, et je voudrais vous faire peut-être, vous proposer de partager un texte. On va commencer avec vous, Emmanuel Rubot. Vous allez nous lire un extrait d'un poème célèbre. Je vous cède la parole et puis après vous nous commenterez ce choix. Oui, alors je vais vous le lire en entier même. Il est assez bref. C'est un poème d'Éluard dont le premier vers est très connu, mais dont la suite du poème est rarement entendue. Il est tiré de L'amour, la poésie. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur. Les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter autour des baisers de s'entendre. Les fous et les amours, elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires. Et quel vêtement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent verts. L'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres. Des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Alors on comprend pourquoi le premier vers est resté célèbre. C'est une sorte de paradoxe absolu. On le rappelle, la terre est bleue comme une orange, jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Exactement. Alors on a beaucoup glosé sur le fait que la vue satellitaire a fini par confirmer la Terre bleue, mais alors bleue comme une orange, naturellement, reste une sorte d'énigme. Ce qui me frappe, moi, c'est à la fois l'évidence du poème, les mots ne mentent jamais, parce qu'on est au plus proche de la terre est ronde comme une orange, qui passerait tout à fait, et qui permet d'accepter cette chose-là. Et puis si vous prenez l'autre vers, beaucoup moins fameux, mais très beau, les guêpes fleurissent vert. C'est très étonnant, vous passez de la guêpe à la fleur, au vert de la feuille ou de la tige, tout est là, mais condensé dans une sorte de merveilleux où c'est la guêpe elle-même qui finit par fleurir. Et si vous y revenez, on est passé de la terre au bleu du ciel, au soleil comme une orange. Le soleil revient à la fin du poème, il finit par tourner autour de la terre, comme, dit-on, le collier tourne autour du cou. Et finalement, ce que l'on retient, c'est ce mystère de cette alliance entre le corps et l'univers, et le rêve d'une harmonie retrouvée dans l'amour et la poésie. C'était vraiment un très très beau poème. Alors à propos de poésie et de surréalisme, je voudrais vous faire entendre une voix qui tisse justement un lien très très fort entre l'héritage rimbaldien et le surréalisme. Rimbaud,
a pressenti que la poésie ne doit plus être ce chant qui esthétise ce qui se passe, qui redonne forme à ce qui est, mais qu'au contraire, que dans la poésie, il y a une énergie qui est peut-être la plus essentielle de l'être. Il y a cette phrase extraordinaire, il dit « On sait maintenant que la poésie doit mener quelque part ». Et là, dans le premier manifeste, Breton reprend en quelque sorte de l'intérieur cette injonction de Rimbaud et montre que, étant donné l'inacceptable condition humaine, étant donné la prison dans laquelle chacun de nous est enfermé, si on peut dire, dès sa naissance et que la société va travailler à renforcer, et bien que le seul moyen d'en sortir, c'est la poésie. De la parole, de ce qui est considéré comme la littérature, Breton va faire un moyen de sortie. Breton fait en sorte, met toute son énergie pour qu'on commence à considérer que dans la poésie, il y a cette énergie qui peut permettre à chacun de nous d'aller au-delà de ce que la vie nous propose. La voix d'Annie Lebrun sur France Culture, une surréaliste revendiquée. Emmanuel Rubio, la poésie, là encore, cela est dit d'une façon exacte et précise. La poésie, c'est le genre revendiqué, le genre assumé, le genre peut-être phare du surréalisme. Oui, il y a le refus par Breton de tout ce qui est roman, de tout ce qui revient à la description du réel. Alors il a une idée assez réaliste du roman au sens du genre littéraire. Et effectivement, la poésie est l'exploration des ressources de la langue elle-même. Elle est cette plongée dans la langue. Alors c'est évidemment intéressant d'entendre Annie Lebrun qui vient d'être republiée en Poésie Gallimard, c'est-à-dire une collection très accessible. Il y a un retour de cette génération d'après la Seconde Guerre mondiale par les éditions populaires, je veux dire que peuvent acheter des étudiants par exemple, comme les textes de Dupré, de Lebrun, ce qui fait qu'une dernière génération surréaliste va être donnée à lire et peut-être va influencer de nouvelles créations. François Geôlier, vous êtes vous-même venu chargé d'une pléiade pour une lecture et vous allez nous partager un extrait du deuxième manifeste. Oui, alors c'est le deuxième manifeste, là je fais un petit bond dans à l'avant-garde de l'avant-garde. Alors lecture. Au point de vue intellectuel, il s'agit encore d'éprouver par tous les moyens et de faire connaître à tout prix le caractère factice des vieilles antinomies destinées hypocritement à prévenir toute agitation insolite de la part de l'homme, ne serait-ce qu'en lui donnant une idée indigente de ses moyens, qu'en le défiant d'échapper dans une mesure valable à la contrainte universelle. L'épouvantail de la mort, les cafés chantants de l'au-delà, le naufrage de la plus belle raison dans le sommeil, l'écrasant rideau de l'avenir, les tours de Babel, les miroirs d'inconsistance, l'infranchissable mur d'argent éclaboussé de cervelle, ces images trop saisissantes de la catastrophe humaine ne sont peut-être que des images. Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas, cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Pourquoi ce choix, François, après ce point ? Parce qu'à mon avis, tout est dit, enfin beaucoup de choses sont dites de cette espèce de dialectique ultime qui concerne l'homme dans son histoire, et qui est d'atteindre non pas, je dirais, cette extase réservée aux mystiques, mais je dirais le point sublime de l'histoire humaine. Et il utilisera le mot point sublime dans L'amour fou, je crois, pour reparler de ce fameux point. Il y a beaucoup de points chez Breton, le point du jour. Et donc c'est cette idée d'arriver malgré tout à une sorte de convergence définitive qui n'est pas un blocage, qui n'est pas une explosion, mais qui est une espèce de fission. Il parlait quelque part de l'infracassable noyau de nuit, voilà, d'arriver un petit peu à une espèce de fission comme ça, de compression ultime qui fait que l'homme touche enfin sa liberté. Et c'est aussi le dépassement, l'expression d'ailleurs est utilisée, le dépassement de ce schisme factice entre le réel et l'imaginaire. C'est le dépassement de la morale, des vieilles antinomies, des vieux face-à-face, le corps et l'âme, tout ça, c'est une volonté de fusionner et d'unifier l'homme. Il y a une sorte d'un désir d'unité qui n'est pas un désir d'enrégimentement, mais qui est un désir, je dirais, de concentration et d'enrichissement.
Olivier Wagner, vous êtes venu vous aussi avec votre Pléiade et un autre texte. Là, on revient aux sources du surréalisme puisque vous nous lisez un extrait des Champs magnétiques d'André Breton. Là, en l'espèce, c'est de Philippe Soupeau. C'est le début des Champs magnétiques. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce texte en particulier? Parce que ce sont les sources mêmes du surréalisme. Ce sont vraiment les premiers mots qui ont été écrits en écriture automatique en 1919. Et le manuscrit de ce texte a été conservé. Il est à la Bibliothèque nationale de France et il est vraiment passionnant. Parce que c'est un manuscrit qui ne montre pas seulement un texte, mais qui montre une écriture, la façon dont on a écrit quelque chose, et le côté vraiment expérimental de la chose, c'est-à-dire qu'on voit les différentes tentatives en fonction de la vitesse d'écriture, par exemple, pour tenter de, avec la modification de l'état de conscience, voir si on atteint à différents degrés de poésie. Et en ce sens, l'étude des manuscrits, évidemment, c'est mon domaine, mais c'est le moment où aussi on atteint le point le plus touchant, c'est-à-dire de voir vraiment l'écriture en train de se faire. Et ça, c'est la chose la plus touchante, je pense, qu'on puisse avoir avec ces manuscrits. Emmanuel Rubio, vous partagez cette sensibilité, cette façon aussi d'approcher ce texte des Champs magnétiques? Oui, j'adore cet incipit. Et de fait, c'est la description, c'est très lisible, très compréhensible, le début des Champs magnétiques, de fait. Et c'est la description d'un monde desséché, du monde qui sort de la guerre et qui est totalement hanté par la mort. De fait, les Champs magnétiques s'ouvrent déjà sur les wastelands de T.S. Eliot et qui sont parcourus à bout de course par Philippe Soupeau, par André Breton. Et de fait, cette course, alors, elle ne cessera d'être développée dans les Champs magnétiques par Philippe Soupeau. On ne s'arrête nulle part, on passe de gare en gare. Il y aura même une partie des Champs magnétiques qu'il va intituler « En 80 jours ». C'est un monde devenu véritablement inhabitable. Mais c'est aussi la course de la langue automatique, c'est la course de la plume sur le papier, c'est l'invention véritablement d'une poésie flue, qui déborde tous les genres, toutes les formes. C'est la fin de la polémique sur le poème en prose entre Mac Jacob et Reverdy. C'est la fin du vers libre. C'est l'invention véritablement du flux moderne. Et là, c'est assez amusant. On est quand même à la radio. C'est strictement contemporain des premières émissions radio. Breton parlait de l'imagination sans fil et cette espèce de flux de paroles qui était là avant que nous arrivions, qui continuera après que nous arrivions. Et bien, en fait, on la capte là, dans ce monde desséché, et on y trouve, et Breton y trouve quelque chose comme de nouveaux paysages, l'invention d'une possibilité de le réhabiter par le merveilleux. On parle beaucoup des conflits sur la forme, du rapport à la forme. Le surréalisme a tenté de les renouveler très très largement. Est-ce que ce mouvement-là y est parvenu? Sont nés très très tôt des conflits au fond, même au sein même de ce mouvement, pour revenir peut-être à des formes plus classiques parfois, Emmanuel Rubio? Oui, quand la révolution surréaliste, la grande revue du mouvement en 1924 paraît, elle n'a comme rubrique que texte surréaliste, qui veut dire texte automatique, et récit de rêve. Il n'est pas du tout prévu de mettre des poèmes. C'est Éluard qui progressivement rétablira des poèmes pour justement rétablir l'écriture que j'ai dite. Éluard voulait renouer avec l'alexandrin notamment. Exactement. Dans ce que j'ai lu, il y a la moitié des vers qui sont des octosyllabes. Ce qui fait d'ailleurs qu'une oreille poétique est tout à fait en milieu familier
est surprise à la fois par l'énigme de ce qui est dit. C'est à la fois tout à fait évident et énigmatique. Mais il y a dans l'écriture automatique le rêve du fleuve qui nettoierait les écuries d'Augias, c'est-à-dire quelque chose qui emporte définitivement tout travail littéraire à proprement parler. François Angelier, une réaction aussi sur ces chants magnétiques qui viennent d'être lus par Olivier Wagner. Oui, on parlait de la radio et du surréalisme. Il faut savoir quand même qu'un des grands théoriciens, acteurs de la radiophonie après-guerre, Paul de Harme, était le mari de Lise de Harme, qui est comme une des muses du surréalisme et d'André Breton. Donc il y a toute une présence un peu étrange du surréalisme. On peut saluer la mémoire d'Alain Trutat, qui était une des grandes personnalités de France Culture, qui était secrétaire de Paul Éluard et qui a maintenu aussi avec le Club d'essai, Tardieu, cette espèce de présence de surréalisme à la radio et notamment à France Culture. Sinon, non, mais effectivement, je suis formidable ce texte qui a été lu, puisqu'il fallait passer du lavage de cerveau à l'assainissement cérébral. Pendant 4 ans, la propagande d'État, le mensonge orchestré, le folklore poilu avait pratiqué le lavage de cerveau. On parlait de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, et après, il fallait pratiquer une sorte d'assainissement cérébral intérieur, et c'est pour ça que le refus de toute forme de maîtrise, de contrôle, de tour de contrôle rationnel ou formel, pour la poésie était la seule voie possible. Il y avait un moment où il fallait laisser cavaler, je dirais, il fallait ôter la bride et enlever la selle et laisser cavaler le cheval, qui avait été un cheval de charge militaire pendant 4 ans. Vous avez parlé dans le journal Le Monde, François Angelier, d'excellentes reparutions, notamment une qui m'a marqué. André Breton a-t-il dit passe aux éditions Nadeau? Oui, ça c'est bien. Alors ça c'est formidable parce que Charles Duit était donc immigré aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est très jeune, il avait je crois 14-15 ans et il rencontre là André Breton qui voit en lui une espèce d'ange comme ça, d'incarnation de la poésie à venir. Et donc Duit se mêle à tout le milieu surréaliste et notamment on a une vision de Breton qui le sort Breton de toute cette espèce de dogmatisme pontifical et de côté autoritaire que le personnage a eu avec une espèce de légende a fait du personnage. Là on voit Breton exilé au quotidien, s'habillant le matin, essayant de régler sa vie. C'est un livre à la fois très émouvant, extrêmement enseignant sur le plan de l'histoire de l'art et de l'histoire du surréalisme. C'est un très très bon livre. Olivier Wagner et Emmanuel Rubio, un conseil chacun peut-être pour entrer dans le surréalisme, une lecture s'il fallait en recommander une ou plusieurs. Emmanuel Rubio. Pour s'éloigner un peu des origines du surréalisme, je dirais volontiers de lire Gerasim Luca, qui fonde le groupe surréaliste en Roumanie et qui le fait aller vers la performance. Olivier Wagner. Je conseille d'aller sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. D'une richesse inouïe. D'une richesse inouïe, et surtout parce que l'ensemble des manuscrits d'André Breton dans les collections de la BNF sont désormais numérisés et accessibles librement par tous, et c'est important. Merci beaucoup à tous les trois pour ces discussions, pour ces conseils également, Olivier Wagner, Emmanuel Rubio, François Angelier. Il est 8h44.